à défaut des questions ou des commentaires. Fabrice. On se partage les allées. Merci beaucoup pour les différents topos remarquables. Catherine, tu as parlé de Chiari type 2, et puis après tu as parlé de exiguïté de la fosse postérieure, et tu ne parles pas de Chiari 1. Parce qu'il me semble que c'était au-dessus du foramen occipital, toujours. Il n'y avait pas de ptose des amygdales cérébelleuses. C'est-à-dire c'est une configuration un peu particulière de la fosse postérieure parce qu'elle est petite. Et puis, je ne sais pas si tu as vu sur l'IRM, on voit mieux sur l'IRM que l'échographie. On a l'impression qu'elle est petite et puis qu'elle s'évase comme ça. Mais en fait, le stricto sensu, tout est au-dessus du foramen occipital. La question de Fabrice, elle est vachement pertinente parce que nous, quand on parle avec nos collègues, ils nous regardent avec des yeux comme des billes. D'abord, ils se disent, mais en fait, les Français, ils ne sont pas très différents de nous. Et donc, nous, dans nos séries de chirurgie fétale, on doit aussi avoir 15 ou 20% de dysraphismes qui ne sont pas des myéloménagocèles. J'ouvre une parenthèse capitale. Cette information est très importante parce que ça veut dire que lorsque vous suivez ces enfants en postnatal, le niveau de gravité de malformation est complètement différent. Donc ça veut dire que ça va beaucoup influencer les résultats. Et donc après, quand on présente les images de Catherine, eh ben, on a les questions comme celle de Fabrice, et on voit que, alors soit ils font semblant de ne pas comprendre, mais ils jouent très très bien la comédie, mais on a du mal à expliquer ça. Attends, juste un truc, je dirais pas tout, mais comme Jean-Marie a dit qu'on allait se balader ensemble partout dans le monde, il y a un endroit où on était ensemble pour voir une équipe qui avait une grosse expérience de la réparation sous fétoscopie, et on a vu un LDM, c'est-à-dire que nous on l'avait vu sur l'échographie, on a fermé notre gueule parce qu'on était invité, on n'allait quand même pas dire des trucs, qu'ils ont commencé à réparer, on a vu le fœtus avec une peau fermée, donc ils ont incisé la peau pour aller réparer la lésion, et puis il y avait un tractus qui accrochait la moelle qui était en bas, et ils ont tourné pendant 2 heures autour du tractus en pensant que c'était la moelle, avant de le couper. Et Michel me disait, mais coupe. Et donc, si tu veux, c'est ceux-là. C'est-à-dire les résultats qu'on voit dans toutes les séries qui cavalent dans les couloirs, c'est très probablement pas des millions. Mais en fait, moi, je m'excuse, j'ai un regard de la médecine adulte. En fait, tous ceux qu'on voit à l'âge adulte, ce sont des Chiari et qui n'ont pas d'anomalie basse. Tous les Chiari qu'on voit chez l'adulte n'ont pas d'anomalie dysgraphique lombosacrale. Et Catherine, qui est l'une de celles en France qui a la plus grosse expérience de l'échographie anténatale sur le système nerveux, et le fait que tu sois aussi discrète sur la notion de Chiari 1, mais que tu aies à même effectivement de souligner le fait qu'il y a une petite fosse postérieure dans certaines situations, mais donc pas de franchissement de la ligne de Chamberlain, de l'amygdale dans ces formes échographiques. En fait, tu peux développer un petit peu plus. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de chiarien in utero? Est-ce que ce sont ces malades-là qui vont devenir des chiariens une fois qu'ils sont nés et puis à l'âge pédiatrique? On n'en sait rien. Enfin, un Chiari 1, un vrai chiarien anténatal, j'en ai vu une seule fois. Et puis ça s'est confirmé par la suite parce qu'il y avait, tu sais, l'aspect particulier très caractéristique de l'aspect triangulaire des amygdales cérébelleuses qui plongeait un peu dans le foramen occipital. Mais c'est très très rare, je pense que ça doit se développer après. Moi, mon idée, mais peut-être... Je reviens sur la remarque quand tu faisais en début de séance, malformation versus anomalie de développement. C'est vrai que le chiarien isolé de l'adulte est probablement beaucoup plus en participation à anomalie de développement au sens de la poursuite de l'exiguïté post-natale, et ça va relativement bien avec l'observation que tu fais de ne pas avoir de chiarien fréquemment, ou en tous les cas peut-être un petit peu plus fréquemment. Non mais Fabrice, c'est pas fréquemment, c'est que ça n'existe pas. Voilà, non, c'est-à-dire, moi j'en ai vu qu'un seul dans ma vie. C'est le même, hein. Ce que dit Catherine, c'est qu'elle identifie régulièrement une trop petite fosse postérieure, sans... Ah non, mais ça c'est dans le cadre des myéloménagocèles. Mais moi je me demande si c'est pas, ou des myéldm, mais je me demande si ça fait pas partie de l'anomalie de développement, tu vois. Non, hors myéldm. Ah non, ça on n'en a pas.
Ah non, c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on les voit. Autant il y a des tripotés de kystes, de ce que tu appelles comme tu veux, de kystes arachnoïdiens, de Landy Walker, de machin, de toutes ces anomalies de la fosse postérieure. Mais dans ces anomalies de fosse postérieure extrêmement fréquentes en anténatale, il n'y a pas de carie. Oui, d'accord. Ceci dit, enfin, pour aller un peu dans le sens de ce que dit Fabrice, il faudra quand même que nous, on s'astreigne à donner une définition anatomique qui soit indiscutable sur ce qu'on va appeler comme ces formes intermédiaires de positionnement du vermis. Ouais. Et ce qui est impressionnant quand on opère in utero un myéloméningocèle, c'est que tu as en une semaine la reformation d'une fosse postérieure. Alors qui, de temps en temps, un petit peu plus basse. C'est pour ça qu'on a ces formes avec mais par contre, tu récupères un vermis qui se réexpand, du liquide en arrière du cervelet, et c'est immédiat. Et en neurochirurgie pédiatrique, ça a été une bagarre pendant 20 ans, où il y a McClone qui travaille à Chicago en disant « je vous dis que c'est pas une malformation » et qu'il suffit de traiter les myéloméningocèles. Tous les autres qui se foutaient de sa gueule en disant « c'est pas possible, c'est une malformation ». Et avec le recul, il avait raison. Pour les chiaries type 2. Oui, pour les chiaries type 2. Mais on n'a que ça dans les dystrophismes ouverts. Hein. Juste une petite question sur le prium 2, a priori, il y aura les myéloméningocèles sacrés et les myé-LDM. Ce qu'on a bien compris, c'est que les myé-LDM, finalement, c'est des formes un peu intermédiaires et qui sont très variées, parce qu'il y en a qui sont... Et donc, finalement, vous ne pensez pas que vous risquez d'avoir une population assez hétérogène, avec, vous allez appliquer, j'imagine, à peu près la même technique de réparation fétoscopique, pour des formes qui ne seront pas tout à fait similaires les unes aux autres, puisque ce sera des formes intermédiaires, chacune différente. Oui, j'entends ce que tu dis, Steven, mais tu vois, par exemple, quand tu fais un essai sur les myéloméningocèles purs, de toute façon, tu vas inclure différents niveaux lésionnels et tu vas stratifier. Clairement, c'est un essai d'introduction d'un soin innovant, mais tu as raison, hein. Les critères, ils vont être de la possibilité de la réparation prénatale avec une naissance après 32 semaines. Ensuite, on ne va pas rentrer dans cette finesse-là. Mais tu vois, ce n'est pas le but, en fait. En sachant que c'est à chaque fois... C'est un essai de faisabilité. C'est à chaque fois des lésions ouvertes, dont l'objectif, finalement, ne va pas être en bas, mais va être le bénéfice qu'on va avoir là-haut. Ah oui, myéloméningocèle, c'est ouvert, et myéloméningocèle, c'est ouvert. Il y a... Bonjour, j'étais Saint-Denis, je travaillais à l'Andicaire. Il y a aussi une particularité qu'on a décrite dans les MyLDM, c'est qu'il n'y a pas un effet de souffrance de la moelle juste par l'exposition au liquide, c'est aussi un effet de traction mécanique. Et on a remarqué à la naissance chez ces enfants qu'après chirurgie de libération et fermeture, ils améliorent dans la première semaine leur niveau moteur. Et donc on se dit que leur pronostic moteur pourrait être amélioré par une libération mécanique anténatale. Et donc c'est pas seulement du malformatif, voilà, c'est vraiment quelque chose de mécanique. C'est les angulations que vous avez vues, c'est-à-dire que la moelle fait comme ça, elle est tirée par le dôme du méningocèle et elle s'abîme ici, au niveau du coude, sur la dernière vertèbre dans le... Ouais, Michel Longeau. Vous avez dit que vous aviez 20% d'erreurs diagnostiques parmi les patients qui vous ont été référés, c'est ça? Ouais. C'était un diagnostic uniquement échographique? C'était des diagnostics échographiques, oui, en sachant que l'IRM t'apporte rien dans le diagnostic de la lésion basse. Je vais laisser Catherine développer ça. Mais l'expérience qu'on a, c'est que l'IRM ne t'amène que le dépistage des lésions cérébrales, en particulier les hétérotopies ou les anomalies de la gération. On voit moins bien l'écho. Sur la lésion basse, et après avoir vu plus de 100 échographies avec Catherine, l'IRM n'a jamais rien apporté sur la description de la lésion. Juste une petite remarque, est-ce que c'est vrai pour quelqu'un qui fait de l'échographie en général, parce que le diagnostic a été fait pas forcément par vous initialement, même pas du tout par vous initialement. Ce que je veux dire par là, est-ce que l'IRM n'apporterait pas quelque chose de plus à des gens qui font l'échographie pas aussi bien que vous? Je peux répondre parce que Catherine, elle va être gênée.
parce que je la connais. C'est très simple. Dans tout le champ du prénatal, quand vous regardez les papiers sur l'IRM, vous avez des gens qui vont dire, nous, pour telle malformation, l'IRM marche beaucoup mieux, et nous, quand on regarde les papiers, on dit, bah oui, c'est normal, c'est parce qu'ils sont pas bons en écho. Après, votre question, elle est intéressante parce que, en fait, ces échos, c'est pas simplement des échos de dépistage, c'est des échos qui, dans leur immense majorité, il y a une deuxième ligne d'échographie par un échographiste expert. Mais pas tant que ça, apparemment. Oui, mais on apprend. Oui, enfin, ça perpétuellement en prénatal. Et si vous voulez, je pense qu'il y a une chose, et ça c'est notre discipline, on peut vraiment le dire, c'est que moi j'ai connu l'époque où quand vous aviez un petit ventricule gauche, avec un hyporégé, on ne se posait pas d'autres questions. Et on faisait des erreurs, beaucoup. Et là, de la même manière, je pense que pendant très longtemps en France, quand vous aviez les signes indirects d'un dysgraphisme ouvert au niveau cérébral, que vous déroulez le rachis et que vous avez quelque chose de saculaire avec quelque chose dedans, on ne se posait plus de questions, c'était une myomélangocèle. Et maintenant, depuis la communication faite de ces images depuis maintenant 4 ans, maintenant très régulièrement, on a des collègues de région, Paris, qui nous appellent en disant là on veut votre avis parce qu'on pense que c'est pas typiquement un myomélangocèle et il faut que vous nous aidiez à trancher. Donc les choses, tu es d'accord, Catherine? Oui, non mais je comprends aussi votre question parce que tout ne peut pas reposer sur une personne. Donc en fait on peut se demander si on est par exemple dans un centre où on voit moins de pathologies, puisque c'est le cas de la plupart des centres, est-ce que si l'échographiste ne se sent pas sûr de lui, il pourrait être aidé par l'IRM? Enfin c'est un peu comme ça que je vois votre question. Voilà. Alors malheureusement, l'IRM a une très mauvaise, fétale pour le moment, a une très mauvaise résolution spatiale. Et donc tous ces petits détails anatomiques que je vous ai montrés en échographie, on ne les voit pas en IRM. Tout ce qu'on pourrait voir en IRM, je ne suis pas sûre que j'en ai montré, c'est montrer qu'on ne voit pas de placode, mais qu'on voit une moelle qui traverse comme ça le sac. Et ça se voit bien en IRM. Et on pourrait se dire, bah, imaginons que la personne l'ait manqué en échographie par manque d'expérience. Alors on redresse à l'IRM et on dit, bah oui, c'est pas normal, ça ne ressemble pas à une placode. Mais c'est un peu... Enfin, toutes les autres subtilités, malheureusement, pour l'instant, ne sont pas accessibles à l'IRM. Véronique, tu voulais poser une question? Je voulais faire une remarque. Pour être amené à voir les bébés avec une réparation anténatale, je suis surprise, je l'aurais déjà dit à Michel et à Jean-Marie, de la très grande surprise des parents sur la lourdeur de la prise en charge. Ils ont dans la tête un bébé réparé et je suis sûre et certaine que Michel comme Jean-Marie ou Timothée ont vraiment expliqué la gravité de la malformation, les objectifs de la réparation anténatale, mais je suis toujours surprise de voir leur étonnement sur la lourdeur de la prise en charge. On en parlera après. Et je crois que c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler aussi après. C'était un point de vigilance avant de commencer l'essai. On a parmi les phrases qui reviennent beaucoup, c'est on améliore, on ne guérit pas, nous ne sommes pas des magiciens. Et puis tu as remarqué qu'avec le temps, on a un peu changé. Et de plus en plus, on vous a fait rentrer dans la boucle de conseils prénatal parce que ça participe pendant la vie prénatale à se projeter dans ce que va être le parcours de soins postnatal de l'enfant. Catherine, donc pas de chiarien in utero. Est-ce que tu peux confirmer pas de syringomyélie in utero? Alors, ben là j'aurais plus confiance dans l'IRM que dans l'échographie. Mais on le recherche pas systématiquement. Mais c'est vrai que je crois, Michel, je me trompe pas, ou Jean-Marie, je crois pas qu'on ait jamais vu une vraie syringomyélie in utero. Par contre, ce qu'on a régulièrement, c'est des grosses cavités du côté. Ah oui, alors curieusement, ce qu'on appelle l'échomédian, tu sais, où on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, dit canal épandymère ou pas, c'est beaucoup plus large chez un fœtus que chez un enfant. Mais même un fœtus normal, je ne sais pas pourquoi. Et même de temps en temps, on a la trouille avec des espèces de kystes cône terminale, on se dit c'est une variante du normal, c'est pas une variante du normal. Ouais. J'ai pas le souvenir qu'on ait discuté un seul cas, vraiment on se soit dit est-ce que c'est... Non, je crois pas, parce que mais alors peut-être qu'on n'est pas capable de les voir, mais non, j'ai pas le souvenir. Prénatalement, mais toi tu vois des petits?
Ah bah oui, mais on voit... Mais est-ce qu'on voit beaucoup de syringomyélie chez les nouveau-nés? Je dirais que non. Hein. Non, on les voit plus tard. Tu vois, ce qui est étonnant, c'est les kystes du phylum. Parce que ça, t'en vois une tapée. Des kystes du phylum qui disparaissent vers l'âge de 3 ou 4 mois. Donc maintenant, on est complètement rassurant. On ne va pas plus loin dans les examens. Et tu as... Toi, tu dois en voir... Ah oui, on en voit en anténatal aussi, mais des... Tu vois des kystes du phylum. Mais tu es d'accord que chez les nouveau-nés, on ne voit pas de syringomyélie non plus. Donc je pense que ça doit se développer plus tard. Ah, il y a Timothée. Il y a eu une enfant qui a été évaluée dans le protocole PRIOM pour une syringomyélie évolutive avec des ventricules stables, sans décrochage du périmètre crânien. Ça a été une des indications de dérivation sur les... Mais elle l'avait à la naissance? Dans ton souvenir? Je ne me souviens plus de l'image ouais, à qu'on la voit. naissance. Mais elle a été dérivée à 11 mois. Ouais, mais je pense qu'on parle du même cas. Est-ce que c'est un cas pour lequel on a discuté de l'opportunité d'avoir fait la dérivation? Je crois que oui. Oui, j'ai l'impression qu'on discute. Oui, je pourrais pas répondre non, on n'a pas discuté. On a discuté, mais c'est l'existence d'une syringomyélie évolutive avec des ventricules larges, même non évolutifs. De manière générale, ça reste une indication de dérivation, même si ça ne représente pas forcément l'efficacité de fermeture ou l'échec. Pendant que M. Hafner s'installe.